ça, je sais ce que j'ai pris, je ne prendrai pas plus. Pourquoi? Parce que ça y est. Ok, donc on était dans le deuxième chapitre. On avait commencé à parler donc de l'âme divine et du fait que toutes les âmes divines donc, provenaient de Dieu. On avait tous l'ADN de Dieu. Et on avait commencé à rentrer dans les discussions de si on est tous les mêmes, si on est tous la même origine, comment ça se fait qu'il y a des niveaux différents entre les âmes. Entre autres, on a parlé des âmes de Moshe, des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., qui représentent la tête du peuple juif. Entre autres, d'ailleurs, en hébreu, on dit que Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif, c'est les initiales de Rabbi. Donc ce que Rabbi savait représenter, c'est justement cette tête du peuple juif. C'est une âme qui d'un côté est restée, on avait fait cette métaphore, ce parallèle avec le cerveau. Donc le cerveau de l'enfant, ce sont les cellules qui ressemblent plus à la cellule première qui provient du cerveau du père. Donc c'est celle qui a été moins modifiée, moins transformée. Donc dans le peuple juif, on a ces âmes qui ont été moins modifiées que d'autres, qui sont restées dans plus ou moins le même niveau spirituel que leur origine. Et ensuite, on a toutes les âmes qui descendent après, le corps, le foie, qui sont des organes vitaux, jusqu'aux doigts de pied, aux ongles des doigts de pied du peuple juif, qui sont vraiment l'extrémité ou la fin de tout ça. Donc, on avait dit 2 points. Premièrement, que quoi qu'il arrive, quel que soit notre niveau, on a tous le même ADN, on vient tous de Dieu. Moshe ou l'autre extrémité, on est tous la même chose. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce qui fait qu'on est différent l'un des autres, l'une des autres, par rapport à cette âme, si on vient tous de la même source. Et ce qu'on avait commencé à parler, on va rentrer un peu plus dans les détails, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est le processus de la grossesse, qui est les 9 mois. Et pendant ces 9 mois, alors il y a bien sûr un développement physique du corps, mais il y a aussi un développement de l'âme, qui fait qu'on va prendre une âme qui est donc du divin pur, et qui va être transformée, qui va passer des métamorphoses et des transformations, etc., jusqu'à qu'elle arrive à être l'âme à un niveau quelconque dont on parle. Donc il y a des âmes qui sont moins transformées, qui restent, encore une fois, le cerveau, la tête du peuple juif, et il y a des âmes qui vont subir une transformation de plus en plus intensive à travers les 9 mois, qui vont faire qu'on va être justement donc les âmes qui vont être au niveau le plus bas du peuple juif, les doigts de pied dont il parle, ou les ongles des doigts de pied qui sont vraiment l'extrémité de l'extrémité. Et ça, donc, c'est ce qui se passe à travers les 9 mois de grossesse. Alors, on va rentrer un peu dans cette idée de 9 mois de grossesse, de ce qui se passe à travers cette transformation qui prend 9 mois. Première étape, avant d'entrer dans les 9, et on va diviser ça en trimestres. Donc, il y a 3 trimestres, plus ou moins, 3 mois, 3 mois, 3 mois. C'est que dans toute progression, il y a 3 étapes. Ces 3 étapes, on va revenir un peu plus tard dans le Tanya, sont ce qu'on symbolise et ce qu'on exprime aussi par la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire qu'on a par exemple une idée qui nous tient à cœur. Cette idée-là, donc, qui est quelque chose de personnel, qui n'est peut-être pas exprimé tout de suite, mais à un moment donné, ça va être exprimé comme une pensée. Puis, ça va passer l'étape d'après qui va devenir une parole, donc on va en parler. Et ensuite, on va passer à l'action, qui est l'étape finale. Donc, on a à l'intérieur de nous-mêmes tout un tas de choses auxquelles on n'est pas conscient nécessairement, mais c'est nous-mêmes, notre caractère, notre personnalité, qui fait qu'on a certaines envies, certaines idées, certaines pensées, certains projets qui nous sont propres. On n'a pas les projets ou les envies de quelqu'un d'autre, on a les projets, nos envies à nous, parce que c'est quelque chose qui nous représente, qui est cher à nous. Donc on a cette idée-là, mais une fois qu'on parle d'idée, une idée qui est réfléchie, pensée avec des mots, c'est déjà une expression de quelque chose qui était plus profond de nous-mêmes. Donc on est, je sais pas, sous la douche et tout d'un coup on a un déclic, une idée qui nous vient en tête. C'est quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais qui est déjà exprimé. Donc ça c'est la première partie de l'expression et c'est le départ. Cette idée-là ensuite va être développée, parlée. Donc on en parle, on l'exprime. On prend donc la même idée, on la développe un peu plus. Et ensuite la même idée, encore une fois, passe à l'action. Ça c'est les 3 grandes étapes de chaque chose. En fait, il y en a 4. C'est-à-dire, on a quelque chose qui n'est pas encore formé, qui va être ensuite pensé, réfléchi, ensuite exprimé par la parole, ensuite passé à l'action. Donc on a 4 étapes dans chaque création, dans chaque projet. Du départ jusqu'à l'aboutissement. Premier point de départ, c'est quand ce n'est pas encore formulé. Ensuite, c'est formulé, exprimé et
activé ou fait. Okay? Ces 4 étapes générales représentent aussi les 4 lettres du nom de Dieu. Le nom de Dieu de Yud, ensuite le He, ensuite le Vav et le He. Qui est la première lettre du nom de Dieu, c'est un Yud, c'est la lettre la plus petite. C'est un point. Un point peut être mathématique, si on peut dire, dans le sens où c'est quelque chose qui n'a aucun espace. C'est juste un point de départ. Qui va ensuite être développé, mais dans la tête, c'est le He. Le He, c'est quelque chose qui a 3 dimensions, une barre en haut, une barre sur la droite, une barre sur la gauche. Donc le point de départ, la première cellule, si on peut dire, l'idée, dans les dessins animés, c'est un peu l'éclair ou la lumière, l'ampoule qui s'allume. Donc c'est une idée qui n'est pas encore exprimée. Ensuite, on passe à une expression de cette idée, mais qui est encore une fois dans la tête. Ensuite, il y a le Vav, on l'amène ça, on exprime ça et on l'amène vers un monde un peu plus réel, concret. Et le dernier E, qui est encore une fois 3-dimensionnel, mais là, c'est dans le concret. Donc, encore une fois, il y a une idée qui n'est pas exprimée, développer, penser, amener, c'est le rôle de la parole. On passe de l'idée à l'action, et le trait d'union, si on peut dire entre les deux, c'est parler. Réunion, parler, exprimer, etc., partager son projet. Et ensuite, on passe à un projet qui est abouti. C'est Yud, He, Vav, et après He, encore une fois. Donc, il y a 2 He, un qui est exprimé, mais dans la pensée, et un qui est exprimé, mais dans le concret, disons. Il y a juste le passage, en fait, de la naissance de l'idée à la pensée. Pour moi, c'est la même chose. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a un moment où l'idée n'est pas encore exprimée avec des mots. Moi, je l'exprime avec des mots, c'est qu'on passe à la parole. Non, on a des mots dans la tête. Pas des mots qui sont parlés, une formulation de l'idée, mais dans la tête. Elle n'est pas exprimée à quelqu'un d'autre, elle n'est pas partagée, c'est dans notre tête quand on y réfléchit. La première étape, c'est qu'on n'est pas encore capable d'y réfléchir. C'est le moment où on pense qu'on a une solution, on a quelque chose sur le bout de la langue, mais qu'on n'arrive pas à exprimer, on n'a pas encore les mots. Même si ce n'est pas des mots partagés, mais des mots pour nous-mêmes. Donc les mots nous permettent, les mots c'est un outil pour pouvoir partager quelque chose, emballer comme tous les outils, comme tous les contenants. C'est-à-dire la raison pour laquelle on a un verre ou une bouteille, c'est pour pouvoir prendre de l'eau de la source, ou du robinet, je ne sais pas avec quoi ils remplissent, et l'amener jusqu'ici à la maison. C'est ce que vous voulez dire par là. On se comprend. Et j'achète la même compagnie. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais de toute façon, donc, l'idée d'avoir dans son contenant ce réceptacle, si on peut dire, c'est pouvoir prendre quelque chose de la source qui est ingérable. On ne peut pas cerner donc, l'eau qui sort de la source, disons. On a besoin d'avoir quelque chose pour le contenir, pour pouvoir ensuite le transférer. Donc c'est l'idée de mots, c'est l'idée de pouvoir exprimer une pensée. La première étape, ça va être nous dans notre tête, pour pouvoir y réfléchir, avoir les mots pour pouvoir exprimer cette idée, et ensuite parler. Généralement parlant, on a beaucoup plus de mots en tête que les mots exprimés. Et quand c'est quelque chose d'important, on réfléchit, on essaie de choisir ces mots pour l'expliquer. Mais c'est vrai que la première étape, c'est quelque chose, encore une fois, c'est l'ampoule, si on peut dire, dans les dessins animés. On ne cerne pas encore le concept. C'est quelque chose qui est très éphémère. Et on n'a pas de manière de le prendre, de le cerner, de l'expliquer. C'est encore une fois, c'est-à-dire l'avoir sur le bout de la langue ou d'autres expressions. C'est plus un sentiment, je veux dire même, qu'une réalité exprimée. Okay. On va revenir à ça plus tard dans le Tanya. Donc ça, c'est les 4 étapes de chaque chose, de chaque système de création, qui correspond aussi donc, j'ai de 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud qui est le point de départ, c'est un point. Le He qui est exprimé, encore une fois, en théorie dans la pensée. Le Vav qui est le trait d'union jusqu'à l'action, la parole. Et ensuite, l'action. Okay. Ça correspond dans le monde de la Kabbalah et dans le monde de la Chassidut. On parle de 4 mondes de création, qui sont 4 étapes de création, qui sont les étapes qu'on vient de décrire. Les noms qu'on leur donne dans la Kabbalah et la Chassidut reprend ces noms-là. C'est le monde de Hatzilut, l'émanation, qui est le monde du Yud, le monde de la Chokhmah aussi. La Chokhmah, on traduit ça comme la sagesse ou la connaissance, mais ce n'est pas la sagesse, c'est vraiment cette ampoule. C'est le point de départ de chaque chose, c'est celle première dans la création d'un enfant dont on parlait. Donc c'est mon point de départ. Ensuite, on a un monde de Bria, qui est le monde de la création. Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu a créé le monde. Mais là, on parle déjà de quelque chose qui existe. C'est comme la pensée. J'ai déjà des mots pour contenir ou pour exprimer mon idée. Il y a quelque chose de tangible, quelque chose de cernable. Ensuite, le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation, les choses prennent forme. Et ensuite, le monde de Asiya, le monde de l'action.
Ok. 4 étapes, la même chose. Pour prendre un autre exemple qui est repris souvent dans la Torah, je ne sais pas s'il y a ça dans ce diagramme. Vous pouvez le garder. Non, mais on peut le garder pour quelque chose d'autre dont on va parler ensuite bientôt. Il n'y a pas dans ce diagramme quelque part? Non, il n'y a pas de. Ça, c'est un livre sans image. C'est pour les étudiants sérieux. Il n'y a pas d'image dans le Tanya. Mais il y a beaucoup d'autres livres qui ont été faits après pour expliquer le Tanya. Oui, il doit y avoir des diagrammes et des images, etc. Mais dans le livre original, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de diagramme. Donc, mais si je trouve quelque chose, je l'enverrai sur le groupe pour faire partager. Donc, le monde d'Atsilut, c'est avant la pensée. Donc, c'est ce concept-là qu'on appelle Atsilut. Comme on dit en hébreu, Atsilou. Non, Atsilut avec un He, c'est le sauver. Non. Ça, c'est Atsilut avec un Aleph, qui vient du mot de Etzel aussi, qui veut dire être à côté, ou bien chez. Donc, c'est le monde qui est encore chez Dieu, où il n'y a rien d'autre qui existe. Ok. Ou le monde de l'émanation. Donc c'est vraiment, je vais donner un autre exemple qui va peut-être aider à comprendre, un peu cerner encore une fois ce contexte. Donc le monde Atzilut, c'est vraiment cette cellule première où il n'y a rien qui est divisé pour revenir à la conception de l'enfant, il n'y a rien qui existe. C'est une cellule, il n'y a rien. L'enfant va se développer plus tard, le cœur et ensuite d'autres choses. Quand il y aura les cellules qui vont se développer, c'est diviser. Et après, de 1, on aura passé encore une fois à 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, etc. Donc là, il y a des choses qui commencent à prendre forme. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a tout et rien. C'est, encore une fois, cette ampoule, ce début, quand on a quelque chose, on a un déclic, on a un problème, et tout d'un coup, on trouve quelque chose, un semblant de solution. On a encore besoin de réfléchir aux détails de ce que ça veut dire, mais on a déjà quelque chose avec lequel on pense qu'on peut travailler. Mais on n'a pas encore les mots. Encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment éphémère, on n'a pas de mots. Et si on ne capture pas ça tout de suite, ça va disparaître. On a vraiment besoin de le saisir, et ça, c'est le travail du monde de Bria, l'étape d'après. Donc, de saisir avec des mots une pensée. Pour l'instant, il n'y a pas encore de mots qui peuvent tenir ça. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le monde de Bria, où il y a déjà des idées qui sont formulées. Encore une fois, ça reste dans notre tête. Ensuite, le monde de Yetzira, qui correspondrait à l'étape de la parole, où les choses prennent forme. Et la dernière étape, le monde de Asya, le monde de l'action. C'est le monde dans lequel nous on opère, on est le résultat de l'action de Dieu. Okay. Un des exemples qu'on donne souvent, puisque c'est parallèle, le but de la création du monde, c'était pour que Dieu ait une habitation ici sur terre. Donc on donne l'exemple de la création d'une maison. Donc la première étape, ce serait quelqu'un qui dit « je voudrais avoir une maison ». Maintenant, dans cette maison-là, la maison de ses rêves, si on peut dire, il n'y a aucune limite, il n'y a rien qui bloque ou qui poserait un problème, si on peut dire, par rapport à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de loi de physique, il n'y a pas de permis. C'est la maison de mes rêves. Elle peut être ronde, flotter en l'air, me coûter 20 milliards de dollars. La maison de mes rêves, c'est la maison de mes rêves, c'est moi. Donc c'est vraiment une expression la plus profonde de mes désirs à moi. Que j'en ai besoin, que j'en ai pas besoin, que je puisse me la permettre ou pas, c'est moi. Donc la première étape, c'est comme l'étape de la pensée, avant même la pensée, c'est moi. Moi en tant que créateur, moi en tant que source de ce projet-là. La même chose. Il n'y a pas de différence. La deuxième étape, qui est le monde de Bria, quand Dieu a commencé à créer le monde, Bereshit Bara, au commencement Dieu a créé le monde, là, je commence à donner des mots et des concepts à mon idée. Donc au départ, je voulais avoir une maison, c'était la maison de mes rêves. Mais maintenant, quand je passe à l'étape d'après, si je veux vraiment aboutir avec cette maison-là, j'ai quand même quelques questions importantes à me poser. Par exemple, mon budget, mes besoins, les lois de la physique. Il faut que c'est une maison qui tienne debout. D'avoir un ballon qui vole en l'air, c'est peut-être très sympathique quand dans mes rêves, mais concrètement parlant, c'est peut-être pas faisable. Donc, il y a certaines grandes lignes qui vont se mettre en place. Là, le créateur perd un peu de son autonomie, puisque c'est plus la maison de mes rêves, c'est une expression de mon rêve, mais je dois rentrer dans mon budget, et ça doit être quand même un peu réaliste sur plusieurs niveaux. Donc, si on est une famille de 10, avoir une chambre à coucher, c'est peut-être pas très pratique. Si je suis tout seul, d'avoir 30 chambres à coucher, ça ne servira peut-être à rien. Si j'ai que 500 000 $ à dépenser, avoir une maison qui va me coûter 30 milliards, c'est peut-être pas faisable. Etc., etc. Donc, je rentre dans les grandes lignes
c'est le moment de la création du monde de Bria, où il y a quand même des mots, mais dans ma pensée. Donc j'ai déjà des idées que je développe dans ma pensée. Et là, étant donné que j'ai dû choisir des mots, c'est plus mon rêve. C'est déjà cerné et ça prend une certaine indépendance par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y a moi et il y a une pensée qui est réfléchie, pensée avec des mots. Donc il y a des mots qui prennent un certain contrôle sur ma pensée. C'est plus moi avec mes rêves. J'ai dû mettre ça emballer ça d'une certaine manière. L'étape d'après, c'est l'étape de Yitzhara, ce sera l'étape des plans, où là, je rentre encore plus dans les détails. Tout est pensé, tout réfléchi, la couleur des murs, où est-ce que je vais mettre les prises, etc. Et la dernière étape, c'est la construction de cette maison. Avoir un projet fini. Donc la même chose, les 4 mêmes étapes. Ma première pensée, mon rêve, ensuite les grandes lignes, le plan détaillé et l'action. C'est le même parallèle qu'on a à tous les niveaux. C'est bon? Ok. Ces 4 étapes, parallèles d'autres étapes encore plus détaillées, dans lesquelles on va rentrer tout de suite. Et là, on va rentrer dans le chiffre 9. Là, pour l'instant, on en a 4. Mais en fait, si on met ça plus en détail, on va arriver à un système où il y a 10 étapes à chaque chose. Dans chacun des mondes. Dans chacun des mondes. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose, en fait, il faut passer par 10 étapes de création. 4, c'est en allant vite, dans les grandes lignes, mais il faut un point de départ. Ensuite, 9. Donc j'ai mon point de départ plus 9. Ouais, mais il faut que... 10 mois. En fait, dis-moi oui, mais c'est-à-dire qu'il faut le point de départ et ensuite j'ai 9 étapes. C'est vrai qu'ils sont les 9 points de la grossesse. Donc, quelles sont mes 10 étapes? La première chose, c'est bien sûr mon point de départ. L'ampoule qui s'allume. Ensuite, on appelle ça Chokma. Alors ça, vous avez effectivement dans le diagramme. Encore que c'est un diagramme, j'avais dit ça à René, qui ne correspond pas exactement à la manière dont on voit ça. Keter, vous avez en haut Keter? Ok, alors il faudrait remplacer ça par Chokma. Chokma, c'est en bas à droite. Enfin, pas en bas, mais... Ok, c'est pour ça que j'avais dit, je crois qu'à René, qu'on ne se servira pas de ce diagramme, parce que c'est une autre manière de faire les choses. Mais à part ça, il y a un truc qui n'est pas marqué en blanc, qui est date. Alors, les bidons, on peut bien voir. Il n'est pas bidon, il y a 2 manières de le compter. Est-ce qu'on compte le subconscient comme point de départ ou est-ce qu'on ne compte pas le subconscient point de départ, on compte le conscient en tant que point de départ. Dans le Tanya, le point de départ, c'est le conscient, qui va être Chokma. Donc, ce moment, il y a cette ampoule qui s'allume. Là, déjà, c'est le conscient qui prend la relève. Bien sûr, si on a eu cette idée-là, c'est qu'il y a eu le subconscient derrière. Donc, on peut considérer le subconscient comme étant le point de départ. Ça dépend juste quel est mon point de référence. Donc, le subconscient ou le conscient, encore une fois, je reviens, c'est on est, je sais pas, en train de faire les courses, on est sous la douche et tout d'un coup, on a cette idée. L'idée, elle est venue de quelque part. Mais pourquoi le Tanya, je ne vais pas le compter? Alors, c'est une bonne question. Parce que le but du Tanya, brièvement, c'est le travail sur soi. Le subconscient, on n'y a pas accès. Donc, on ne va pas commencer par le subconscient, parce que dans notre conversation, ça ne va pas nous aider. Donc, on commence par Chokhmah, qui est le point de départ de ma conscience. À partir du moment où je prends conscience de ce qui se passe en moi. Étant donné qu'on n'a pas vraiment directement accès au subconscient, ce n'est pas mon point de départ. On va l'influencer, on en parlera plus tard dans le Tanya, mais on ne peut pas considérer ça comme un point de départ. Dans d'autres livres de Kabbalah ou de Chassidut, on prend soit Chokhmah comme étant le point de départ, soit Keter comme étant le point de départ, ça dépend de mon point de référence. Mais, comme par exemple dans ce diagramme, si Keter, qui est le subconscient, est mon point de départ, Date, qui est une autre, qui est la connaissance, le savoir, c'est plutôt l'union, n'est pas compté. C'est-à-dire que, on va parler un peu plus tard dans le chapitre de Date, qui est un point important. Date, c'est pas juste c'est le savoir, mais c'est un savoir qui est personnel ou personnalisé. C'est-à-dire que c'est un savoir avec lequel j'ai un lien personnel. C'est un savoir qui me touche. C'est-à-dire, pour donner un exemple, je crois qu'on avait parlé la dernière fois, on peut lire un article sur les meufs et la cigarette en fumant une cigarette. J'ai la connaissance, mais c'est une connaissance qui ne va pas me toucher. Je peux d'ailleurs sur faire du sport, c'est très bien pour la santé faire du sport, alors que ça ne me touche pas du tout. Date, c'est le moment où je suis touché personnellement par cette connaissance. Donc la connaissance, ce n'est pas juste une théorie,
qui est Chochma et Bina. C'est une connaissance qui est théorique, mais c'est le moment où cette connaissance me touche. Les enfants, par exemple, ont du mal d'avoir accès à une connaissance qui va les toucher personnellement. C'est-à-dire que les enfants savent peut-être ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais notre subconscient, il nous joue des tours de toute façon au quotidien. On réagit Ça, d'une de toute manière façon. ou d'une autre sans savoir pourquoi. On Absolument. réagit de cette manière parce que notre subconscient se souvient de choses. Absolument. Enfin, c'est pas Absolument. Oui. Maintenant, pour revenir à date, oui, non, le subconscient est présent partout. Entre autres, c'est dans la paracha de cette semaine où on parle des fautes qui ont été faites par accident et pour laquelle il faut amener un sacrifice qui coûte encore plus d'argent que quand on a fait une faute exprès. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre subconscient qui est sorti et qu'on se rend compte qu'on a cette fenêtre du subconscient qui dit, oulala, il y a quelque chose à l'intérieur qui est peut-être pas très joli et sur lequel je n'ai pas un contrôle direct. Mon conscient, j'ai un contrôle direct. Donc, je peux décider de faire une faute et si je décide de faire une faute exprès, bon, j'ai décidé pour une raison ou une autre. Mais quand il y a mon subconscient tout d'un coup qui ressort, c'est une fenêtre vers l'intérieur et qui des fois peut nous révéler beaucoup plus que de choses que ce qu'on a fait consciemment. C'est le Freudian sleep, un lapsus freudien, j'imagine on va dire en français, qui fait qu'on dit des choses et c'est révélateur. Un comportement, des mots qu'on a dit, etc., qui sont révélateurs. De l'autre côté, on n'a pas nécessairement une influence directe sur le subconscient. On a une influence indirecte, mais pas directe. On ne peut pas changer, enfin, faire des efforts pour changer son subconscient. On peut changer sa manière de vivre. Ouais, ça, c'est plus du subconscient. Oui, enfin, aller le chercher, quoi, le travailler. Oui, on peut le travailler, mais on ne peut pas le travailler directement. On peut le travailler de manière indirecte, c'est-à-dire que quand je change ma manière de vivre, quand je change la manière de parler, etc., ça va avoir une certaine influence sur mon subconscient. On ne peut pas l'attaquer de front, si on peut dire, avoir ce dialogue avec mon subconscient, donc on pourrait avoir un dialogue avec soi-même, une discussion et une influence sur son conscient. Donc, date, c'est le conscient. C'est non seulement le conscient, mais c'est le conscient avec lequel j'ai cette relation personnelle. Pourquoi Hachem nous a mis là le subconscient si après on doit se faire punir encore plus gravement pour quelque chose dont C'est on pas est une manière de faire conscient, punir, c'est pas une manière de se faire punir. Non, mais on doit se racheter une faute, on n'est même pas conscient de ça. C'est pas racheter une faute. C'est Améliorer. améliorer. Et effectivement, c'est quelque chose qui va nous coûter plus, si on peut dire, ça demande plus d'efforts que le conscient. Donc, ce n'est pas une question de punition, ce n'est pas une question de truc, c'est qu'on a cette fenêtre, si on veut dire, vers le subconscient, et qu'on a découvert qu'on a quelque chose à l'intérieur, et on a maintenant besoin d'un travail, et c'est un travail plus fort, plus dur que le conscient. Donc, ce n'est pas une question de punition, etc. Il y a une traduction en parlant de sacrifice qui est intéressante. Le mot en hébreu de sacrifice, c'est korban. En français ou en anglais, on traduit ça comme sacrifice. Korban, c'est un accent complètement différent que l'idée de sacrifice. Sacrifice, ça nous donne l'accent sur ce qui disparaît, sur le négatif. Au départ, il y avait un animal ou il y avait quelque chose d'autre qui a disparu. Ou bien un sacrifice, dans le sens où on a perdu quelque chose, on s'est sacrifié soi-même. Le mot de korban, c'est se rapprocher de Dieu. Donc, on ne parle pas de perte, on ne parle pas de négatif, de ce que ça coûte, de perte, etc. C'est se rapprocher de Dieu. Donc, on a une opportunité de se rapprocher vers Dieu. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on peut se rapprocher vers Dieu, ça va nous coûter quelque chose, peut-être. On ne peut pas être à la fois à la synagogue et au lit. Maintenant, on a un sacrifice à faire. Maintenant, l'idée, c'est d'être à la synagogue. C'est pas, je me sacrifie, je sors du lit. À la synagogue, c'est pas juste pour sortir du lit. On peut faire plein d'autres choses pour sortir du lit. La synagogue, c'est un moment où on peut se retrouver avec Dieu, parler avec Dieu, etc. C'est vrai que un des problèmes d'aller à la synagogue, c'est qu'il faut sortir du lit. On ne peut pas faire les deux à la fois. Mais l'accent est complètement différent quand on parle, il faut que je sorte du lit parce que Dieu veut me punir et il faut faire en sorte qu'à 6h du matin, je sois déjà sorti ou à 7h du matin, quelle que soit l'heure. Ou bien j'ai l'opportunité d'avoir une conversation avec Dieu. Maintenant, je ne peux pas le faire au lit, il faut que je sorte. C'est deux accents différents. C'est l'envie de faire sa volonté ou subir. Oui, ou bien pour revenir au mariage, faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour son époux ou son épouse, ça peut être un sacrifice. Maintenant, est-ce que je le fais, je me sacrifie pour un tel, pour mon époux, mon épouse ou mes enfants, ou bien je le fais parce que j'ai envie de le faire pour eux.
Alors, c'est vrai que je vais leur acheter un cadeau, ça va me coûter de l'argent, que je vais leur faire un sandwich, ça va me coûter du temps, ou n'importe quoi. Mais est-ce que je fais la liste de tout l'argent que j'ai dépensé sur mes enfants, sur mon mari, ou bien c'est les choses que je puisse faire? Et je suis content de voir faire quelque chose. Et des fois, on est déçu, mais pourquoi tu m'as pas dit que j'aurais pu faire ça pour toi? Pourquoi tu m'as pas dit? Alors c'est vrai que, vous voyez, je voulais pas te déranger. On a été content d'avoir été dérangé. Et on est fâché, vexé, quand on nous dit, ouais, je voulais pas te déranger. On se sent mis à l'écart. Maintenant, l'autre personne disant, je veux pas ton sacrifice, mais ne regardez pas ça comme un sacrifice. On dit, non, au contraire, je voulais faire quelque chose pour toi. Donc c'est juste comment on regarde les choses. Donc dans la relation par rapport à Dieu, de manière générale, je pense souvent en couple, c'est-à-dire c'est vraiment vouloir faire quelque chose dans une relation, on veut faire quelque chose pour l'autre. Donc c'est pas nécessairement une question de punition ou bien de question de calcul, j'ai fait ci pour ça, tu m'as pas fait ça, j'ai fait la lessive, tu vas pas sortir la poubelle. C'est dommage de vivre une vie mariée comme ça. Il y a des pardon? De pas compter les points. De pas compter les points. Malheureusement, il y a des couples qui le font. C'est dommage de vivre sa relation comme ça. Et la relation avec Dieu, c'est pas une relation, on est là bon, en disant, bon, Dieu, j'ai fait ci pour ça, tu fais ça pour moi. Ça devrait être une relation d'amour où on veut faire des choses l'un pour l'autre. Donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à date, c'est que date, c'est justement cette connaissance qui est une connaissance intime qui me parle. Comme j'ai les enfants, du mal avec ça. Okay, un des exemples, j'étais une fois dans un public, c'est un supermarché, il y a une petite fille qui est venue me voir en disant, excusez-moi, are you a stranger? Je dis, pourquoi tu me demandes? Parce que ma maman m'a dit que j'ai pas le droit de parler aux étrangers. Bon, c'est mignon, elle a eu l'information, mais elle avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Okay? Ou Dieu préserve des enfants qui vont courir dans la rue alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit. Et si on les arrête, on les arrête, tu sais que tu n'as pas le droit de courir. On dit oui, je sais bien que je n'ai pas le droit. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ne savent pas, mais c'est qu'il y a un manque de connexion entre la connaissance qui reste une connaissance théorique et la vie. Donc on a l'information, mais ça ne veut pas dire que ça me touche personnellement dans les. Ça, c'est le manque de date. Donc date, c'est quelque chose qui est vraiment le conscient, je dirais peut-être même l'essence de la conscience. C'est que je prends conscience de ma connaissance. Si on commence avec Keter, qui est le subconscient, on ne peut pas compter date. C'est un peu une contradiction dans les termes. Si on met de côté le subconscient, là, effectivement, on réintroduit date en tant que les 10 étapes. Donc, ça dépend quand on prend de référence. Est-ce que je parle de quelque chose qui est ma conscience et mes efforts personnels, ou bien quelque chose qui est juste moi de manière générale, mais en mettant de côté, si on peut dire, ma personnalité. Donc, le subconscient, la connaissance, mais il n'y a pas de moi, comment moi, ce que je travaille avec ça. Donc, dans le Tanya, le schéma préféré, si on peut dire, c'est de ne pas compter Keter, qui est le subconscient, de commencer avec Chochma, qui est donc cette ampoule, et qui va être le point de départ de ma conscience, et ensuite du travail avec moi-même, etc., de ma relation par rapport à Dieu. Donc on met ça de côté, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, et c'est un livre qui est là pour nous aider à vivre notre vie, à changer notre vie, notre relation par rapport à Dieu. Encore une fois, on va revenir sur beaucoup de ces concepts-là. Donc juste pour revenir à ce qu'on disait, donc les 9 mois de grossesse correspondent donc à 9 étapes. La première étape étant la création, la conception, le point de départ, l'ampoule. La deuxième étape, c'est l'étape de Bina, où on va développer ce concept. C'est entre autres le rôle de la mère en particulier. C'est pour ça qu'on dit que les femmes ont plus de Bina que les hommes. Les hommes, c'est Chochma. Ce qui donne, c'est le point de départ. Mais ensuite, il y a quelqu'un derrière qui va développer tout ça. Troisième étape étant l'étape de Da'at, qui est donc cette connaissance, mais qui devient personnelle. Donc on a pris un concept qui a été développé, auquel maintenant on a une attache personnelle. Et ensuite on rentre dans les mondes des émotions. Les émotions, c'est-à-dire qu'on a un dialogue, si on peut dire, avec le concept et le monde qui nous entoure. L'amour, le respect, etc. Les choses avec lesquelles on est attiré, les choses desquelles on veut s'écarter. Donc il y a une relation. La réflexion intellectuelle, ça se passe à l'intérieur de moi-même. Je peux être tout seul dans une île déserte et je peux réfléchir. Donc quand on parle des premières étapes, Chochma, Bina et Dat, cette ampoule, ce point de départ, ce développement du concept, ensuite c'est la manière dont moi le lien personnel que j'ai avec le concept, ça se passe tout ça à l'intérieur de ma tête. Je n'ai pas besoin d'un monde à l'extérieur pour développer. Ensuite on passe à Chesed, qui on appelle ça souvent la générosité, le don, mais c'est prendre ce concept-là et le partager.
Donc, c'est agrandir le concept, développer un concept encore plus, partager ce concept. Le parallèle dans ce schéma, c'est de l'autre côté, si on peut dire. Le miroir de ça, l'image miroir de ça, c'est Gevura, qui est la discipline, la retenue. Je vais revenir à tout ça avec des exemples. Entre donner et reprendre ou retenir, il y a un parallèle et un équilibre qui va se créer, qu'on appelle Tiferet. Tiferet, c'est la beauté. La beauté, c'est un équilibre entre un peu de ci et un peu de ça. Donc maintenant, on a un équilibre. On a, encore une fois, une répétition de ce processus, qui est Netzach. Netzach, c'est la victoire. C'est-à-dire encore un développement qui est pur et dur. Hod, qui est la gloire, qui est la beauté. Netzach, c'est la victoire. Victoire, c'est la force, si on peut dire. Quelque chose de... Mais Netzar dans le droit moderne, ça veut pas dire aussi tuer. Enfin, Non, Retzach, c'est tuer. Hod, qui est la gloire, la beauté, la poésie, disons. Et il y a un équilibre entre être pur et dur ou bien poétique. Et cet équilibre, ça va être Yesod, qui est la fondation, qui va être mon équilibre entre ces deux aspects de révélation. Donc c'est pour ça qu'il y a les milieux, il y a droite et gauche, et ensuite un point au milieu. C'est l'équilibre qui va se mettre en place entre les deux. Et ensuite, Malchut, c'est l'expression. Malchut, littéralement, ça veut dire la royauté, mais c'est l'expression. Ok? Je vais donner un exemple. Je reviens à ma maison. La première idée, c'est je veux avoir une maison. Point de départ. Ok, maintenant je rentre dans les grandes lignes, j'avais dit. Donc ça, c'est le travail de Bina. Dans ma maison, est-ce que je vais avoir 3 chambres à coucher, 20 chambres à coucher? Est-ce que ça va me coûter 100 000 $? Est-ce que ça va me coûter 100 millions de dollars? Tout est sur la table. 3 étages et 1 étage. Je mets tout sur la table, ça c'est le travail de Bina. Le travail de Bina, c'est de tout mettre sur la table, développer. C'est un peu les schémas qu'on faisait à l'école. On met un mot sur le tableau et toutes les choses auxquelles on pense, toutes les associations qu'on pourrait avoir avec ce mot-là. Ça, c'est le travail de Bina, de vraiment décortiquer, développer un concept. Maintenant, on a 20 idées, 50 idées sur la table, etc. J'ai besoin de faire le tri un peu dans tout ça. Et ça, c'est le travail de date qui prend une information théorique qui est maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que, entre 3 chambres à coucher ou 20 chambres à coucher, de quoi est-ce que toi, tu as besoin? Vous m'avez perdu. Hein. Ok. Où ça? Je sais plus. Je recommence. Ok, on va recommencer. Pas de souci. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est certainement pas la seule. Vous êtes la seule à avoir le courage de le dire. Donc, encore une fois, dans chaque processus de création, j'ai 10 étapes. Donc, en fait, c'est plus ou moins les 4, mais on va les développer un peu plus. C'est-à-dire, j'ai mon point de départ. Ok? Une idée. Un des exemples que j'avais donné une fois dans un cours, c'était par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, le marketing. Ouais. Ok. J'ai un shampoing à vendre. Ok. Ok. Donc maintenant, mon travail, c'est de faire une publicité pour mon shampoing et c'est de vendre mon shampoing. Ok. Ou mon rouge à lèvres, ou n'importe quoi. Donc j'ai mon produit, mon point de départ. Ok. Dans mon shampoing, il est bien pourquoi? Alors on va prendre une feuille de papier ou une page d'ordinateur ou un tableau et je vais marquer tous les trucs que mon shampoing fait. Il lave les cheveux, il nourrit, et moisturizer, tout ce que le truc que mon shampoing fait, c'est le meilleur shampoing du monde. Maintenant, j'ai 20 points qui sont les 20 points vendables de mon shampoing. Ok. Maintenant, sur les 20 points vendables de mon shampoing, je ne peux pas les mettre dans une page publicitaire, je ne peux pas mettre 20 trucs. Dans ce cas-là, c'est un article, c'est plus une publicité. Donc, j'ai besoin de trouver 2-3 points que je peux mettre dans ma page de publicité. C'est le travail de date. C'est-à-dire, je vais dire, ok, j'ai 20 points. Okay. Quels sont les points qui sont importants pour mes clients? Okay. Donc, j'ai un tri à faire. C'est les mêmes idées que j'avais, mais maintenant, j'ai besoin de lier, si on peut dire, ce concept à quelque chose qui me parle. Moi, personnellement, en tant que designer du marketing ou de la publicité, par rapport à mes clients, etc.
Ok? Ça, c'est le travail de date. Donc, on a eu Chokhmah qui est le point de départ. J'ai mon shampoing, mon rouge à lèvres. Bina, on a développé toutes les idées possibles, tous les avantages possibles de ce shampoing-là. Et date, j'ai fait le tri entre tout ça par rapport à ce qui est important, les points les plus importants à partager. Les points les plus importants, ça peut être les plus importants, pas par rapport au shampoing, par rapport aux gens qui vont l'acheter. Le fait que ce soit liquide, c'est peut-être pas important, ou bien peut-être que c'est important. Peut-être que mon shampoing il vient en barre, et on va sauver l'humanité parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir une bouteille en plastique, et c'est important de partager. Bien au contraire. Peut-être que ce n'est pas important de partager. Ça, c'est à décider. Donc maintenant, c'est une information, mais une information qui est un côté émotionnel dans le sens où qu'est-ce qui me parle, ou qu'est-ce qui parle à mes clients. Oui? On est toujours dans la théorie. Donc maintenant, j'ai quoi? J'ai mon shampoing, et je sais plus ou moins ce que je veux dire sur ce shampoing. J'ai deux étapes, qui vont être le combien, si on peut dire, et le comment. Ok? J'ai maintenant besoin j'ai mon information, j'ai besoin maintenant de faire partager cette information. Ok? Est-ce que je veux mettre les 3 points qui sont importants? Je veux dire, pour mes clients, il y a 3 points qui sont importants. Est-ce que je vais partager ces 3 points sur ma page de publicité ou j'en mets qu'un? C'est la retenue, de l'autre côté. C'est la retenue. D'un côté, j'ai mes 3 points à mettre, mais de l'autre côté, j'ai la retenue. Et peut-être que 1 point, c'est pas assez, peut-être que 3, c'est trop dans une seule affiche, peut-être que 2, c'est quand même entre les milieux. Bon, et il y aura un équilibre qui va se faire, qui se dit, bon, on a décidé que 3 points, c'est trop, mais 2, c'est bon. 1, c'est pas assez, on va mettre 2 points dans notre page publicitaire, on a 2 points à faire. Ça, c'est Tiferet. C'est bon? Maintenant, ma question, c'est comment faire partager ce message. Donc, je sais ce que je veux dire, je sais de quoi je parle, je sais ce que je veux dire. Comment est-ce que je vais le présenter? Alors, je peux faire un bout de papier en disant, voilà, montre shampoing, il nourrit les cheveux et, je sais pas, il donne du volume. Ok. Voilà, j'ai une page, j'ai 2 points et je les écris. Ou bien je vais mettre une photo. Avec une fille avec ses cheveux comme ça, il y a, je sais pas, un diamant sur la page ou n'importe quoi, parce que ça marchera mieux et que ça fera passer un certain message, etc. Ça, c'est Netzar qui est pur et dur. 2 points sur une page blanche, nourrit et donne du volume. Et de l'autre côté, une photo avec une fille avec les cheveux plein de volume, etc. Ça, c'est Hod, que je dis la beauté. Ou bien Netzar qui est la victoire, pur et dur. Bon, ça va peut-être pas être l'un ou l'autre, parce que juste avoir une fille avec des cheveux, ça ne fera peut-être pas passer le message. J'ai peut-être besoin de marquer quelque part volumineux ou un truc comme ça. Et de l'autre côté, d'avoir bien sûr une affiche avec 2 points, ça ne va pas passer non plus. Ça, c'est le travail. L'équilibre qui va se refaire à ce niveau-là, c'est Yesod. Maintenant, j'ai mon sujet, je sais de quoi je parle, je sais ce que je veux dire et je sais comment je veux le dire. La seule chose qui manque, c'est de le dire, qui est le travail de Malchut. Okay? On passe par tous ces processus dans n'importe quel système de création. Okay? Je vais aller m'acheter une robe dimanche au mall. Okay? Ça, c'est mon point de départ. Je vais seul, je vais avec des amis. Si je vais des amis qui j'appelle, est-ce qu'on va à 5? Est-ce qu'on va à 2? Est-ce que j'ai besoin mon idée, c'est plutôt sortir ou bien plutôt m'acheter quelque chose. Si on veut plutôt sortir, je peux faire 5 filles. Si j'ai vraiment besoin de m'acheter quelque chose, je ne vais pas partir avec les 3 autres parce qu'ils vont m'embêter et je ne pourrai pas acheter ce que j'ai besoin d'acheter, etc. Donc, bon, j'ai un choix à faire. Okay? Une fois que j'ai